Dénance Diouf, merci. Nous vous retrouvons à la fin de ce magazine. Avec moi sur ce plateau, Abdou Karim Diakhaté, directeur de publication du magazine Le Panafricain, coordonnateur de la rédaction de Afrique Démocratie. Bonsoir. Bonsoir. Alors d'abord, votre lecture de l'issue de ce scrutin du 18 octobre. Voilà, en fait, on a assisté à une élection très disputée et véritablement, l'issue donc du scrutin nous laisse sur notre faim parce qu'on est en face véritablement d'un problème très préoccupant parce que deux candidats, en fait, Cellou Dalein Diallo, donc le challenger du président sortant, s'est autoproclamé vainqueur il y a 3 jours. Et la CENI a sorti des résultats donc provisoires qui donnent le président Alpha Condé vainqueur avec 59%. Et véritablement, depuis donc 2-3 jours, le pays est dans un cycle de violence qui quand même demeure effectivement préoccupant. Alors lors de la dernière présidentielle sénégalaise, on a vu un Condé faire preuve d'une certaine ambiguïté aux yeux de certains, mais inviter Wade qui souhaitait à l'époque entraver la tenue du scrutin ici au Sénégal. Aux yeux d'autres, donc, il aurait s'agi juste d'une simple médiation. Alors, quelle analyse vous aviez faite de cette situation à l'époque? Voilà, en fait, cet épisode donc de nos relations en fait avec la Guinée et particulièrement donc de la médiation entreprise, dit-on, par le président Alpha Condé pour dissuader le président Wade donc de perturber la dernière présidentielle, laisse encore beaucoup de zones d'ombre. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore véritablement tous les tenants et les aboutissants de cette rencontre. Parce que Wade n'a pas voulu piper mot là-dessus. Autant le président Wade n'a pas voulu se prononcer sur l'objet de sa visite à Conakry, autant l'hôte donc de cette rencontre, le président Alpha Condé, n'a pas voulu également s'avancer. Il a juste dit qu'il appartenait au président Wade et au président Macky Sall de en fait donner la teneur de la médiation. Mais toujours est-il qu'effectivement on a pu se rendre compte qu'après la rencontre donc entre le président Wade et Alpha Condé, il y a eu comme un dégel. Disons, il y a eu un assouplissement des vues du président Wade qui a reconsidéré sa position donc d'œuvrer pour qu'il n'y ait pas d'élection au Sénégal. Parce qu'on se rappelle que quand il est rentré de Paris, il avait demandé à ce que des élections ne se fassent pas, il fallait prendre des mesures pour empêcher la tenue de l'élection. Et depuis son retour de Conakry, justement, il est resté à faune. Et par la suite, jusqu'à présent, on n'a pas encore véritablement, disons, toutes les informations sur donc aussi bien la médiation que sur éventuellement les accords qui ont été, dit-on, Nul ne sait d'ailleurs s'il s'agissait bien d'une médiation. On a pu le conclure. En fait, le président Alpha Condé a parlé d'une médiation. Il a effectivement dit... En ce qui le concerne. Il a parlé effectivement d'une médiation, mais sur le problème, le président Wade ne s'est pas prononcé. Voilà. Très bien. Alors, à l'élection de Macky Sall, justement, il y a eu une lettre, cette lettre de félicitations de Alpha Condé qui a réaffirmé sa volonté de raffermir les liens, de même consolider la coopération entre les deux pays, le Sénégal et la Guinée. Est-ce là qu'il faudrait aller chercher justement ce silence dénoncé du président Macky Sall? Enfin, en fait, je ne le crois pas. Je pense qu'effectivement, la lettre de félicitations du président Condé, qui intervenait après un moment où on a parlé de tensions, de problèmes entre les deux chefs d'État, est venue à son heure. C'est une lettre officielle qui, en somme, disons, va dans le sens des relations entre les pays. Parce qu'en fait, les relations entre les États transcendent les relations personnelles entre les chefs d'État. Et le président Alpha Condé lui-même avait dit qu'il n'avait aucun problème avec le président Macky Sall. C'est son petit frère. C'est ce qui est son petit frère et son ami. Et qu'il a même dit qu'il venait souvent en vacances au Sénégal et qu'il lui est même arrivé d'être à Popenguine où il a raconté un certain nombre d'anecdotes pour donc montrer sa proximité avec le président Macky Sall. Même si quelque part les observateurs ont senti effectivement en certains moments des petites frictions qui relèvent peut-être de l'humeur de l'un ou l'autre. Mais toujours est-il qu'en fait, pour toujours parler des relations entre les chefs d'État, on a pu se rendre compte effectivement que cette lettre de félicitations, qui en somme était, disons, presque générale, on a parlé juste de raffermissement des relations de coopération, une lettre officielle qui entre dans le cadre des relations entre les États, on l'a dit, et qui ne renseigne pas sur véritablement la qualité des relations entre les hommes. Tout à fait. Voilà. Alors, mais quels sont du coup, Diakhaté, les aspects à développer dans l'avenir entre les deux pays
surtout au plan économique? Je pense qu'il y a vraiment matière à réflexion parce que vous savez que le Sénégal et la Guinée partagent une frontière longue de 300 km, 330 exactement, et on est liés aussi bien par la géographie que par l'histoire. On a beaucoup de liens avec la Guinée qui, comme le Mali ou la Mauritanie ou la Gambie et la Guinée-Bissau également, doivent être véritablement des pays avec qui le Sénégal... Condamnés à cheminer ensemble. Forcément, forcément. Par conséquent, il faudrait faire en sorte que nos relations dépassent juste le cadre institutionnel. Parce qu'on a vu que le Sénégal et la Guinée sont présents au niveau de l'MVS et de l'EMVG, qui sont des cadres institutionnels pour donc la mise en valeur aussi bien du fleuve Sénégal que du fleuve Gambie. Mais au plan des relations commerciales, disons le tout net, cela ne va pas tellement dans le sens en fait de ce qu'on pouvait attendre. Il y a eu récemment, je pense en janvier 2020, à Kaolack, une foire internationale à laquelle donc la Guinée était l'invité et cela a été rappelé. À l'époque, on a parlé effectivement du raffermissement de ces relations commerciales, faire en sorte qu'il y ait encore beaucoup plus de dynamisme au niveau donc des échanges de marchandises et autres. Bon, il faut se rappeler, quand il y a eu Ebola et qu'il y a eu justement, pour rappeler encore l'humeur du président Alpha Condé à l'époque, il avait dit, bon voilà, le Sénégal nous ferme la frontière, mais nous pouvons également le fermer, les marchandises et autres, en parlant de pommes de terre et autres. Donc pour dire qu'en fait, il faut faire en sorte que le corridor Dakar-Conakry soit quand même mieux huilé, qu'il puisse fonctionner comme avec le Mali et qu'on puisse véritablement faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus d'échanges. Malheureusement, il n'est pas évident que de l'autre côté, en Guinée, le réseau routier répondent forcément aux attentes. Dans ce cadre-là, la Banque africaine de développement a initié un programme qui va de 2013 à 2022 pour faire en sorte donc, que ce corridor soit davantage donc, renforcé, qu'il y ait beaucoup plus d'échanges économiques entre les États. Mais justement, pour terminer, même si on relève que les relations commerciales ne sont pas au beau fixe entre les deux pays, il faut dire quand même que la communauté guinéenne a une belle place au soleil, ici au Sénégal, dans le commerce notamment. Forcément, forcément. Vous savez, en fait, on a une communauté guinéenne qui est très active, plus de 2 millions de personnes, et effectivement, beaucoup de Guinéens sont dans donc, le commerce de gros, de demi-gros et autres, et surtout aussi dans les échanges de marchandises, surtout les fruits en fait. Au niveau de Sandiniéry, Sandaga, on se rend compte effectivement de ce dynamisme. Bon, il y a également des opérateurs économiques qui sont vraiment très très dynamiques sur l'axe Dakar-Conakry. Mais toujours est-il que le niveau de relations commerciales est très bas. Je pense que ça, les chefs d'État en sont conscients. Il faudrait œuvrer, bon, au-delà de nos relations juste de pays voisins, pour faire en sorte que donc l'intégration qu'on cherche au niveau de la CEDEAO puisse véritablement se vérifier entre deux États de manière vraiment bilatérale. Tout le potentiel n'a pas encore été exploité. Du tout. Très bien, merci beaucoup Abdou Karim Diakhaté. Merci Khalifa. Je rappelle que vous êtes directeur de publication du magazine Le Panafricain, également coordonnateur de la rédaction de Afrique Démocratie. Merci. Merci bien. La suite de la totale dans un instant. La CEDEAO, un exemple en Afrique en termes justement d'intégration économique, c'est l'une, ou sinon l'organisation sous-régionale la plus dynamique, c'est du moins la conviction de Demba Moussa Dembélé, l'économiste par ailleurs président de l'Africaine de recherche et de coopération pour l'appui au développement endogène, relève cependant quelques faiblesses, des faiblesses surtout la question de la monnaie, l'écho qui divise les pays en deux camps. Mme Abdougaye Kassé, Moussa Fall. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est un exemple de réussite en Afrique du point de vue de l'intégration économique. Elle est l'une des organisations sous-régionales les plus dynamiques. Au niveau des politiques communes, les secteurs industriels, agricoles et de la santé en sont les exemples les plus patents aux yeux du patron de l'Africaine de recherche et de coopération pour l'appui au développement endogène, ARCAD. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, c'est l'une des expériences d'intégration les plus avancées en Afrique aujourd'hui. Parce que d'abord, on constate que sur le plan de la libre circulation des personnes et des biens, c'est un acquis considérable. En Afrique, peut-être c'est la seule région où cet acquis est devenu quelque chose d'absolument fondamental. Ensuite, sur le plan économique, il y a eu beaucoup d'avancées. Par exemple, il y a des politiques communes au niveau de l'agriculture, au niveau de la santé,
au niveau de l'exploitation des ressources minières. Et donc il y a des tentatives de coordonner les politiques de ces pays dans un certain nombre de domaines pour pouvoir parler d'une seule voix. La CEDEAO aurait dû tout de même dépasser ce stade. L'organisation traîne des tares, notamment sur la question de la monnaie qui divise les pays en deux camps. On a vu que quand la CEDEAO a pris une décision le 29 juin dernier d'aller vers une monnaie unique ensemble, le président de la Côte d'Ivoire est allé à Paris prendre une décision qui est tout à fait contraire à celle-ci. Et donc, ce qui fait qu'il y a entre l'UMOA, l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, et les autres pays de la CEDEAO, il y a des tensions qui bloquent le processus d'intégration. Mais c'est dû aux ingérences extérieures. Et comme nous le savons, certains des pays ont des relations privilégiées avec les anciennes puissances coloniales. Et ce qui fait que ces anciennes puissances coloniales exercent une grande influence sur les décisions de ces pays. Et c'est notamment le cas de nos pays avec le franc CFA. Le Sénégal, quatrième économie de l'organisation sous-régionale et deuxième de l'UMOA, devrait jouer le rôle de leadership pour faire avancer le processus d'intégration au sein de l'Union, mais également au niveau continental. Le véritable rôle du Sénégal, c'est de jouer le rôle de leadership au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Pour dire que notre destin, c'est dans la CEDEAO. Nous n'avons pas d'autre destin. Et que par conséquent, nous devons soutenir le processus d'intégration au sein de la CEDEAO et toutes les décisions qui ont été prises dans ce processus, que nous le soutenions, que nous le mettions en œuvre pour faire avancer ce processus. Parce qu'il ne faut pas oublier que le processus d'intégration au sein de la CEDEAO fait partie du processus d'intégration au sein de l'Union africaine. La CEDEAO fait d'importants efforts allant dans le sens de l'intégration économique. En revanche, elle pêcherait sur le plan politique avec la lancinante question du troisième mandat qui est en train d'être érigée en règle en Afrique de l'Ouest, à l'exception de quelques pays. Mamadou Ndiaye, bonsoir. Bonsoir Khalifa. Bonsoir Moustapha Diouf. Bonsoir. Alors vous êtes magistrat, auteur du livre La CEDEAO entre interétatisme et supranationalité. Le prétexte est tout trouvé avec ces crises politiques à répétition qui secouent certains pays de la sous-région ouest-africaine, tous membres de cette organisation d'intégration. Entre mission, commission, délégation rogatoire, la CEDEAO a multiplié les initiatives pour éteindre des feux, résoudre des conflits, sévir quand c'est utile et nécessaire et même préconiser des solutions de sortie de crise de temps à autre. Mamadou Ndiaye, je vous passe la main pour mener l'entretien. Oui, le prétexte est tout trouvé comme Khalifa l'a dit dans son propos liminaire. Nous avons une crise à nos frontières avec la Guinée, une crise électorale. Avons-nous le droit, nous, Sénégalais, de nous prononcer sur des questions qui touchent nos voisins? Oui, absolument, parce que ce qui touche le voisin touche immédiatement le Sénégal, ou en tout cas est susceptible de le toucher. Pour parler particulièrement du Sénégal et de la Guinée, nous avons des kilomètres de frontières. Oui. Nous avons une estimation de 3 millions et quelques de binationaux sénégalo-guinéens. Et puis, des troubles dans l'ordre interne d'un État voisin peuvent toujours aboutir à une crise qui entraîne des déplacements massifs de population. Et dans un contexte de crise de Covid-19 que nous vivons encore, et qui nous fait nous projeter à un taux de croissance de moins 0,%, ce ne serait pas une bienvenue que de devoir recevoir des populations en détresse, affamées, etc., etc. Ça peserait lourd sur la balance pour le Sénégal. Il y a un principe que tout le monde convoque, mais qui s'applique au quotidien des gens, c'est la libre circulation des biens et des personnes. Les peuples ignorent les frontières. Et pourtant, les États semblent circonscrire un peu les superficies ou les périmètres des différents pays, justement. Est-ce qu'il n'y a pas déphasage entre, justement, ce principe de vie et ce principe de gouvernance? Oui, on peut dire que c'est d'ailleurs un principe de vie, mais consacré. Historiquement et peut-être traditionnellement, on peut dire que les peuples ne connaissent pas les frontières.
Mais à la naissance des États, des nouveaux États, nés de la conférence de Berlin, nous autres Africains, nous avons adopté le principe du respect strict des frontières telles que définies par cette conférence-là. Voilà, mais au bout du compte, quand on s'est rendu compte que cet enfermement-là était préjudiciable aux États du continent, pris individuellement, parce qu'ils sont tous convaincus que pris individuellement, il y a des problèmes transfrontaliers tels que les pandémies et autres que pris individuellement, ils ne peuvent pas combattre. L'idée d'intégration a germé. Et de ce point de vue-là, un principe comme la libre circulation des personnes et des biens a été consacré. Et on se rend compte que la CEDEAO a fait beaucoup de pas là-dessus. On parle de cartes brunes, on parle de passeports, on parle de chèques de voyage pour faciliter les transactions. Et ce principe-là reste simplement handicapé par les barrières humaines. Et justement, les barrières humaines. Vous pensez à l'intervention hier dans l'émission consacrée à la Guinée de Fadel Barro, qui parle de ce nouveau concept développé par la société civile, la débernalisation de l'Afrique, en référence à Berlin. Exactement, il fait référence aux frontières. Oui. Issu de cette fameuse conférence de 48, je crois. En tout cas, le concept fait son chemin. Ce concept-là, bon, peut-être que c'est un rappel, mais tous les processus d'intégration qui ont germé à partir de la création, en tout cas si on va au niveau continental, à partir de la création de l'OUA, qui est actuellement l'Union africaine depuis 1963, on cherche à déberliniser, c'est-à-dire à casser, non pas sur les papiers, peut-être les frontières, mais par des textes, en faisant sauter les frontières artificielles, en permettant la libre circulation de beaucoup de produits, la libre circulation de personnes, le droit de résidence et d'établissement pour les citoyens. Et pour cela, franchement, des organisations comme l'UEMOA et la CEDEAO sont en avance par rapport à pratiquement, on peut le dire, à toutes les autres organisations d'intégration africaine. Alors, quand on regarde un peu la cartographie justement de la CEDEAO, on s'aperçoit que tous les pays ne sont pas dans le même niveau de développement. C'est normal parce que peut-être les ressources aussi ne sont pas exploitées à bon escient. Souvenons-nous du président ivoirien Houphouët-Boigny qui disait qu'à un moment donné, la Côte d'Ivoire ne peut pas être la vache laitière de l'Afrique. Comprenons ce qu'il voulait dire. Mais l'abandon de souveraineté est un principe également de l'intégration. Si les pays n'acceptent pas au moins de renoncer à une partie de leurs prérogatives, ne serait-ce que pour privilégier justement l'intégration, eh bien on fait fausse route. Bon, c'est en fait cette fameuse déclaration nous a valu un peu la décolonisation en ordre dispersé, parce que dans un premier temps, quand on n'a pas voulu de la communauté franco-africaine qui nous avait été proposée par la France à l'époque, l'idée a germé avec les partisans de Léopold Sédar Senghor d'aller à l'indépendance groupée. C'est dans ce contexte-là d'ailleurs qu'avait été née la Fédération du Mali qui n'a pas survécu à cause de considérations d'ordre personnel de ce genre. Aujourd'hui, on peut dire que actuellement, ces perspectives-là sont encore là. Au sein de la CEDEAO, les gens se font des pas en ce sens. Et donc, des efforts sont en train d'être faits par les États, même quand il reste des choses à faire. La CEDEAO a eu à enregistrer comment on dit ça encore, des actes positifs, des progrès. Quand bien même aujourd'hui, on peut dire qu'actuellement, il se fait rattraper un peu par le mouvement de régression par rapport aux acquis, parce que toutes ces crises-là qui éclatent au niveau de certains États ou toutes les velléités de crise auxquelles on peut s'attendre plombent un peu ces avancées-là. Alors, j'ai été un journaliste reporter souvent en Afrique et donc j'ai eu à dialoguer avec un certain nombre d'interlocuteurs, mais qui disaient tout le temps que la CEDEAO était le modèle achevé de l'intégration. J'ouvre les yeux parce que tout le monde admire effectivement ce qui se fait au niveau de la CEDEAO,
Mais les Africains de l'Ouest eux-mêmes considèrent qu'il y a encore beaucoup de progrès à accomplir. On peut nuancer. Moi, je ne dirais pas modèle achevé. Hein. Dans ce livre-là, j'ai dit que d'après l'étude que j'ai faite sur un certain nombre d'organisations d'intégration au sein de l'Afrique, parce qu'il fallait faire une approche comparative aussi, j'ai nuancé en disant plutôt que c'est le modèle le plus achevé. D'accord. En Afrique. Oui, c'est-à-dire que les pas qu'on a fait au niveau de la CEDEAO sont plus importants que les pas qui sont faits, par exemple, au niveau de la communauté économique des États de l'Afrique australe ou des États de l'Afrique centrale. On en est aujourd'hui, par exemple, à une union douanière parce qu'on a un tarif extérieur commun, on a la libre circulation, on a un certain nombre d'actes qui sont posés qui permettent, en dehors des barrières humaines, les contrôles multiples et multiformes au niveau des frontières. Le reste, c'est qu'il y a déjà quelque chose qui est sur place, mais qui est insuffisant. Parce que quand la CEDEAO est appelée à absorber l'UEMOA, alors que l'UEMOA, du point de vue de la progression, est en avance, ça pose problème. Ça pose problème. Et on a aujourd'hui des chantiers pour lesquels il faut de véritables institutions fortes. Nous avons à nous redresser par rapport au Covid. Nous avons à construire la base qui va nous lier avec ce projet de ZLEC, de zone de libre-échange africaine. Nous avons la monnaie unique. CEDEAO que nous voulons construire, et puis voilà un certain nombre de défis pour lesquels il faut une CEDEAO forte, et une CEDEAO forte, c'est une CEDEAO dont les institutions sont fortes, c'est-à-dire qu'on ne continue pas à concentrer tous les pouvoirs entre les mains de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Oui. Si on prend une certaine typologie, 4 pays peuvent sortir du lot en Afrique de l'Ouest, donc dans la CEDEAO. Le Sénégal a une gouvernance politique qui est plus ou moins admise. La Côte d'Ivoire a une gouvernance économique qui elle-même aussi est tolérée et admise. Mais du point de vue justement du leadership, les Ghanéens sont en train d'impulser des choses extraordinaires. Ils créent des écoles, ils favorisent justement un leadership de demain, ils anticipent sur justement les grosses préoccupations qui vont être celles des décennies à venir. Et le Nigeria également est un poids lourd au plan démographique. Alors entre ces 4 pays-là, où se situe la balance pour le prochain pays poids lourd de la CEDEAO pour impulser justement les dynamiques qui sont attendues? Difficile à dire, hein, parce que quand on parle de pays poids lourds, on songe souvent à l'aspect économique. On ne pourrait pas choisir quelqu'un d'autre que le Nigeria. On peut aussi choisir un aspect politique. Actuellement, comme vous l'avez dit, le président ghanéen, on ne pourrait pas le laisser de côté parce que lui, il a souvent, quelquefois même, l'audace de parler directement à ses collègues chefs d'État. Donc, c'est difficile à dire. Tout ce qu'on sait, c'est que dans tous ces pays-là, membres de la CEDEAO, c'est que le niveau de développement et le niveau de démocratie est appréciable, mais il reste à reconstruire. Parce que même là où les choses sont stables, c'est d'une stabilité fragile. Nous tournons tous, pratiquement, en moyenne. Nous tournions, devrais-je dire, en moyenne autour d'un taux de croissance de 4%. Oui, tout à fait. Dans la zone. Avec la Covid, nous nous projetons en moyenne à moins 2%. Vous voyez donc, ça veut dire que ce semblant de force dont pourrait se prévaloir 3 ou 4 pays, est déjà obéré par on devrait dire une toute petite bourrasque. Mais quand même, et la chute est énorme. Oui, la CEDEAO, c'est quelque chose comme 400 millions d'habitants. C'est un énorme marché potentiel, je veux dire. Exactement. Et en plus aussi, c'est plus de 600 milliards justement de PIB. C'est ça. Ça aussi, c'est valorisant. À mon sens, il doit y avoir une certaine cohésion, une certaine cohérence, n'est-ce pas, de l'approche pour qu'au moins la CEDEAO monte en puissance. Ça, c'est une réalité. Parce qu'un marché de plus de 375 millions d'habitants, ça au moins on peut le dire. C'est le dernier recensement. C'est le dernier recensement. Les possibilités en termes de commerce intra-communautaire,
en termes de solidité des économies, peuvent se construire. Et c'est tellement évident que le Maroc a récemment tapé à la porte de la CEDEAO pour y adhérer. Oui, oui. Et que donc les pays membres de la CEDEAO, c'est eux qui doivent prendre conscience de ce poids-là, de cet avantage, et le reconstruire. Parce que quand jusqu'à maintenant on est à un taux d'échange communautaire d'environ 12%, Oui, c'est encore ferme. cela veut dire que 80 et quelques % de notre commerce se fait avec l'extérieur. C'est extraverti. Ça ne participe pas de la relance économique au sein de la CEDEAO. M. Diouf, stabilité politique et croissance économique, les deux peuvent aller de pair? C'est comme si on parlait de développement et de paix. Parce que stabilité politique, c'est la paix. C'est construire le développement par la paix et consolider la paix par le développement. Et en 1999, la CEDEAO avait créé justement les Comores. Voilà, exactement cette diptyque-là. En 90 déjà, quand on savait que, quand on s'était rendu compte que la crise au Libéria n'était pas de bon augure pour la sous-région, la CEDEAO, cette institution-là n'existait pas, mais elle a imaginé un groupe de supervision, le COMOC, ECOWAS, Ceasefire Monitoring, dans son acronyme anglais, et qui, avec les réalités du terrain, s'est vite transformé en force d'interposition. Alors l'approche a été tellement salutaire qu'on l'a répété au Sierra Leone, en Guinée-Bissau, et puis on l'a étoffé avec un protocole de bonne gouvernance et de la démocratie. On l'a aussi étoffé en 2004 en faisant une FAC, comme on dit, les forces africaines de la CEDEAO pour être liées avec la force d'attente de l'Union africaine. Bon, qui tarde Voilà, à... le sujet est intéressant, on ne peut pas l'épuiser en si peu de temps. Ça, c'est Khalifa, Oui. on promet de revenir prochainement sur ce sujet-là. Ça me ferait plaisir. Mais merci beaucoup de votre disponibilité et aussi de votre science. Tout le plaisir Je est à moi. signale qu'à vos heures perdues, vous êtes un agriculteur du dimanche. Ça, c'est sûr. Mais de métier aussi, parce que j'ai d'abord été formé à l'école des agents d'agriculture de Ziguinchor et j'ai fait de la vulgarisation agricole. J'ai encadré les paysans du 16 novembre 82 en 97 quand j'étais admis à la magistrature. Vous êtes un homme sage. Merci. Merci Moustapha Diouf, merci Mamadou Ndiaye. Merci beaucoup. Les métiers socio-culturels, la série démarre ce soir. Nous nous intéressons aujourd'hui à celui de forgeron. Difficile de l'exercer si l'on n'est pas trop fan de la chaleur. Nos reporters sont allés à la rencontre d'un jeune qui fait ce métier depuis 20 ans. Moussa Fall, Boubacar Dieng, que nous retrouvons juste après ce sujet. Regardez. L'on se croirait dans une fournaise, tellement il fait une chaleur insupportable dans cet atelier. Quand l'aluminium atterrit ici, il est fondu à une température très élevée avant de passer au moulage. Au bout de 10 à 15 minutes, l'aluminium est bien moulé. Le produit prend forme, fruit d'un long processus. C'est un vrai travail à la chaîne. Certains font fondre l'aluminium. Il y a une autre équipe qui se charge du moulage. La troisième équipe fait la finition du produit. Ici, nous fabriquons des marmites, des calebasses et autres. Ce jeune homme fait ce métier depuis 2 dizaines d'années. Une profession qui n'est pas de tout repos. Rien n'est facile dans ce travail. Vous me voyez, je suis tout en sueur. Je suis comme ça de 8h à 20h. Avec ce travail manuel, Mamoudou Sek gagne bien sa vie. Je rends grâce au bon Dieu. Je m'en sors pas mal en tout cas. Mais nous aimerions bien que les choses s'améliorent davantage. L'une des difficultés que rencontre ce forgeron, c'est la concurrence des Chinois et Indiens sur le marché de l'aluminium.
Les Chinois et les Indiens sont plus puissants que nous. S'ils veulent l'aluminium, ils l'ont très facilement car ils ont beaucoup d'argent, contrairement à nous. Marmite, poêle, écumoire, des ustensiles d'une très grande importance dans la préparation du thieboudiène national, des ustensiles produits localement à des prix accessibles à tous. Bonsoir Boubacar Dieng. Bonsoir Khalifa. Ravi de vous retrouver. Ravi pareil. Alors, vous avez parlé de difficultés, et parmi ces difficultés, il y a la concurrence, Oui. et il y en a certainement d'autres du coup. Oui, les autres difficultés, c'est plus d'ordre matériel parce que vous l'avez constaté dans le reportage, dans les images, il y a que ces gens-là sont dans un milieu un peu artisanal, si je puis m'exprimer ainsi. Oui. S'ils avaient plus de matériel, un local beaucoup plus révolu ou bien moderne, ils pourraient produire beaucoup plus que ces marmites, ces écumoires et autres, parce que c'est ce qui manque pour le moment. Et s'il y a un accompagnement, peut-être de la part de l'État ou bien de bonne volonté, ce métier qui est traditionnel, qui fait partie de nos cultures, parce que sans la marmite, sans l'écumoire et les autres ustensiles de cuisine, pas de thieboudiène, non plus de mafé, non plus de domada. Alors, ils manipulent le feu à des degrés très très élevés. Forcément, ils s'exposent à un risque. Bien sûr, il y a un risque parce que déjà, quand vous vous introduisez dans cet atelier, vous sentez l'odeur. Vous vous dites qu'il y a une odeur un peu piquante qui agresse les narines et eux, ils travaillent sans protection. C'est à main nue, sans masque aussi. Le visage n'est pas couvert, ni les pieds. Rien n'est couvert quand ils font ce travail et raison pour laquelle ils transpirent beaucoup. Ouais. Alors, un peu d'étymologie. Le terme forgeron, de ce que ça nous vient? Voilà, le terme forgeron, déjà le verbe fabricar qui vient du latin. Donc, ce verbe a été attribué aux Français aussi qui se sont appropriés ce verbe pour dire forger, créer. Il y a une autre signification qui veut dire aussi inventer ou bien imaginer. Maintenant, l'activité, c'est forgeage. Maintenant, et le métier, ça veut dire le métier de forgeron, c'est apparu en même temps que le travail des métaux vers 5000 ans avant Jésus-Christ. Et depuis lors, le métier de forgeron continue à être perpétué jusqu'ici au Sénégal. D'habitude, dans les royaumes, on nous apprend que nos parents utilisaient des fusils artisanaux que l'on appelle ici mokhdom. Il y a aussi d'autres fusils, des pistolets qui sont fabriqués ici au niveau du Sénégal et ce sont ces forgerons qui le font. Et c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Bien sûr. Comme on dit. Merci beaucoup Boubacar Dieng. Merci Khalifa. Alassane Samba Diop est en ligne avec nous ce soir. Il rentre fraîchement de Guinée où il était envoyé spécial de Immédiat. Alassane, bonsoir. Alassane Samba Diop, bonsoir. Alassane, vous m'entendez? Oui, je t'entends Khalifa, bonsoir. Alors Alassane Samba Diop, Alpha Condé proclamé vainqueur dès le premier tour. Aviez-vous remarqué des prémices d'un tel résultat quand vous quittiez Conakry? Mais c'était prévisible, c'était franchement à Conakry quand nous quittions, c'était vraiment tout était clair. C'était prévisible qu'Alpha Condé allait gagner cette élection présidentielle. Je pense que déjà, avant l'élection présidentielle, tout le processus électoral qui avait été mis en place avait montré que le fichier électoral avait des problèmes. La francophonie était venue à extirper quelques milliers de personnes dans le fichier qui étaient de doublons. Et c'était totalement prévisible qu'Alpha Condé allait gagner parce que toutes les conditions ont été mises en place par lui pour gagner cette élection présidentielle. D'abord, la réforme de la Constitution qui lui donne le droit de briguer un troisième mandat, même si l'opposition l'avait contesté. La mise en place d'une CENI où la plupart des membres de la CENI aussi ont été choisis par son camp, même si l'opposition a déjà au niveau de la CENI. Et même au niveau de la Cour constitutionnelle aujourd'hui qui doit trancher en dernier lieu par rapport à cette élection. Vous vous rappelez bien la démission du célèbre juge Camara qui était là-bas, qui est parti, parce que lui-même avait fait un sermon concernant les présidents contre la durée de la gestion du pouvoir. Je pense qu'en quittant Conakry la semaine dernière, il était clair dans la tête des gens qu'Alpha Condé, sans aucun doute, allait gagner cette élection. Oui, Alassane Samba Diop, malgré tout, les commissaires de la CENI relèvent des dysfonctionnements qui remettraient en cause la sincérité justement de ce scrutin. Ils proposent en même temps, dans la foulée, soit la reprise totale de l'élection, soit une reprise dans certaines circonscriptions où il y a de sérieux doutes, notamment sur la sincérité des résultats. Qu'en pensez-vous?
La commission électorale, déjà, le dysfonctionnement qu'il y a eu au sein de la commission électorale déjà montre qu'il y a eu des problèmes parce qu'il y a eu déjà 2 démissions et 2 personnes au sein de la commission électorale indépendante qui ont pris le distance par rapport au décompte des votes, qui doutaient de la sincérité de la centralisation des votes. Là, d'abord, c'est un problème. Aujourd'hui, c'est le membre même de la CENI qui pose le débat concernant la sincérité du vote. Aujourd'hui, ce qui se passe, il faudrait peut-être que les observateurs regardent très bien ce qui s'est passé réellement au cours de cette élection. On a vu à travers certaines images et certaines aussi informations qui sont remontées à la presse locale qui était là-bas, que dans certaines localités, par exemple comme Farana, où vous avez plus de votants que d'inscrits. Tout ça, ça pose des problèmes, des dysfonctionnements concernant les procès-verbaux. En même temps, certains disent que les procès-verbaux qui ont été amenés, qui sont sortis des urnes, c'est pas eux, c'est pas ces procès-verbaux qui sont allés aux urnes. Vous savez, déjà, le gros problème qui se posait en Guinée, c'était de voir est-ce que le jour même du vote, les résultats peuvent être proclamés à partir des bureaux de vote comme ça a été fait au Sénégal. Oui. Je pense que si cette donnée avait été acceptée par le pouvoir en place, ça aurait évité aujourd'hui qu'il y aurait des falsifications de certains procès-verbaux. Maintenant, il faut une enquête. On ne peut pas accuser comme ça sans avoir aussi des faits clairs établis. Il faudrait qu'une enquête soit faite pour voir effectivement est-ce que ce que l'opposition guinéenne reproche au pouvoir, c'est réel ou pas. Parce qu'il faut avoir des factuels, des choses sur lesquelles les gens peuvent se baser, une enquête claire pour pouvoir dire ce qui s'est passé. Maintenant, est-ce que le scrutin sera remis en cause? En Afrique francophone, on le voit très rarement. Mais en Afrique anglophone, on l'a vu au Malawi, où la Cour constitutionnelle a annulé l'élection présidentielle pour demander à ce qu'on reprenne l'élection parce qu'il n'était pas sincère. Est-ce que les juges francophones ont assez d'indépendance comme les juges qui, dans les pays anglophones pour prendre ces décisions-là? Là, la grande question se pose aujourd'hui dans le système francophone, où souvent, c'est difficile. Mais est-ce que justement, Alassane Samba Diop, ce rapport peut donner des chances d'aboutir au recours qu'envisage Dalein Diallo, c'est le Dalein Diallo, qui est donné vainqueur et qui conteste d'ailleurs ce scrutin, les résultats? Mais c'est Dalein Diallo lui-même a dit qu'il va saisir la Cour constitutionnelle tout en ne faisant pas beaucoup d'illusions, en se disant qu'il a saisi par principe, mais il sait que ça ne va pas aboutir. Ce qui va se passer aujourd'hui, ce qui va déterminer aujourd'hui ce qui va se passer sur le terrain qu'on a écrit, c'est le rapport de force sur le terrain. C'est moins les juges en tant que tels qui vont dire ce qui va se passer. Ce rapport de force sur le terrain, est-ce que le pouvoir va revenir sur certaines décisions qui ont été prises par rapport au scrutin, ce qui me paraît assez hasardeux. Ce qu'il faut éviter aujourd'hui, c'est que cette confrontation entre Cellou Dalein Diallo et Alpha Condé conduise la Guinée dans une impasse. C'est pourquoi d'ailleurs demain, il y a une rencontre qui est prévue avec la communauté internationale qui sera en Guinée pour essayer de revoir, d'apaiser les deux parties, parce qu'au-delà de Cellou Dalein Diallo et d'Alpha Condé, c'est la Guinée qui est la plus importante. Et j'estime que le Sénégal a le droit de regard par rapport à ce qui se passe tout en étant de façon très diplomatique. Si vous avez 2 pays où il y a au moins 4 millions de personnes qui sont la double nationale dans ces 2 pays, le Sénégal et la Guinée, c'est 2 pays communs. Donc le Sénégal doit être bienveillant vers la Guinée, aider à ce qu'il y ait des solutions en Guinée pour que ces pays puissent sortir de cette impasse qui peut être très dangereuse. Si vous regardez toute la sous-région aujourd'hui est en feu, la Côte d'Ivoire a des difficultés, la Mauritanie, ça ne va pas en des 2 anciens présidents, la Gambie revient un peu d'une démocratie balbutiante, la Guinée-Bissau est malade, vous avez le Mali qui est en convalescence, qui est pratiquement dans un coma politique, vous avez des problèmes au Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, à la fin du mois, on pourrait avoir aussi des difficultés là-bas. Donc, toute la sous-région dans une grande difficulté. Le Sénégal est un îlot peut-être dans un îlot de paix, dans une ceinture de feu. C'est pourquoi le Sénégal marche sur des œufs concernant la Guinée. Il faut être extrêmement diplomate pour gérer cette question, aider nos frères guinéens à sortir de cette difficulté-là et ne pas attiser le feu. Mais Alassane, est-ce que selon vous, ces anomalies relèvent plus d'un système à revisiter ou d'un plan ourdi par le régime au pouvoir dans le seul but de le conserver? Vous savez, en Afrique, c'est aussi la grande difficulté des fichiers électoraux. Beaucoup de problèmes. En Afrique, les fichiers électoraux posent beaucoup de problèmes. La situation, c'est qu'aujourd'hui, la sincérité du vote pose problème. C'est pourquoi il faut revoir effectivement comment les fichiers électoraux sont mis en place, comment les travailler, et comment les fichiers doivent être exempts de tout reproche. Et ça demande une confiance. Au fond, la question de fond
dans nos pays, c'est que la confiance entre la classe politique. Si la classe politique ne fait pas confiance, c'est souvent difficile de faire des élections. S'il y a des suspicions, il n'y a pas la sincérité du vote, c'est un problème. Mais les gens doivent s'entendre au moins autour de minimum. Le minimum, c'est l'avenir des pays, c'est l'avenir de la jeunesse de ces pays-là. Parce que la pandémie de la Covid doit aujourd'hui ouvrir les yeux à tout le monde. Ça a montré que tous les pays, dès qu'il y a un problème, les pays se replient sur eux-mêmes. Les Africains doivent se concentrer sur leur pays, se battre pour s'en sortir, mais aussi qu'il y ait un minimum de sincérité entre la classe politique, même de confiance pour qu'on puisse s'en sortir. Sinon, nous sommes dans des grandes difficultés et on n'en a pas besoin en ce moment compte de la situation mondiale. Très bien. Pour terminer, Alassane Samba Diop, quel est l'enjeu à vos yeux d'une reprise de l'élection en Guinée, l'enjeu pour la Guinée justement? S'il y a reprise. L'enjeu, c'est peut-être d'aller dans un scrutin beaucoup plus propre, moins contesté et clair. Et si les gens retournent aux élections au cas où, cette hypothèse, si cette hypothèse-là est mise en place, s'ils retournent aux élections, si aujourd'hui quelqu'un d'entre eux gagne de façon propre, je pense qu'il y aura moins de tensions. Et la Guinée, c'est un pays qui a énormément de potentiel, qui peut aujourd'hui couvrir toute l'Afrique de l'Ouest en termes de potentialité. La Guinée a de l'or, la Guinée a des diamants, de la bauxite, du fer. C'est un pays pluvieux où tout pousse en Guinée. Vous n'avez jamais entendu le programme alimentaire mondial aller en Guinée donner à manger parce que les Guinéens, dès qu'ils sortent derrière Conakry, à quelques kilomètres, ils ont à manger. Donc c'est un pays qui est potentiellement énorme, un énorme potentiel. Ce serait quand même un gâchis que depuis 1958, que ce pays continue à couler sur la pauvreté, du fait justement de l'incompétence, de la médiocrité de sa classe politique. Merci beaucoup Alassane Samba Diop. Je rappelle que vous avez été envoyé spécial de Immédiat en Guinée à l'occasion de ce scrutin du 18 octobre dernier. Nous restons en Guinée, justement, avec la Commission électorale nationale indépendante, je vous le disais, qui a annoncé les résultats provisoires du scrutin du 18 octobre dernier, des résultats qui donnent la victoire à Alpha Condé, le président sortant, 59,49% des suffrages. À Conakry, la tension était très vive. Après l'annonce de ces résultats, nous dit notre correspondant permanent sur place, Mohamedou Mokhtar Souaré. Situation relativement calme aujourd'hui à Conakry, notamment sur l'axe Le Prince. Il faut dire que hier, avant-hier, et c'est quasiment 3 derniers jours, comme vous le savez, les choses se sont difficilement passées pour les habitants de Conakry. Alors hier soir, déjà, il faut dire, après la publication des résultats, les forces de l'ordre sont venues en nombre dégager toutes les voies barrées par les jeunes manifestants, notamment sur l'axe Le Prince. Vous savez, à Sonfonia, par exemple, ils avaient érigé des murs, des briques avec du ciment. Ils avaient donc construit carrément des briques donc sur l'axe le Prince du côté de Sonfonia. Et donc les forces de l'ordre étaient venues dégager tout cela. Par contre, le petit train brûlé à Sonfonia, qui barre aussi complètement la voie, n'a malheureusement pas pu être pour l'instant dégagé. Mais ils sont là-bas aussi en nombre pour surveiller afin d'éviter que ce petit train ne soit brûlé, parce qu'il paraît qu'il contiendrait des produits chimiques et des produits, une fois brûlés, qui puissent donc causer tort aux populations et à toute la zone. Pour ce qui est donc des violences aujourd'hui, il faut dire que c'est resté donc quasiment maîtrisé par les forces de l'ordre. Seuls quelques incidents notés par exemple, et cela concerne donc des journalistes. Un journaliste de Bonheur FM donc a été tabassé, lui, à Anta, et un autre à Bambeto. Alors à Anta, il s'agissait des manifestants, et puis Bambeto, il s'agissait plutôt des forces de l'ordre. Alors dans l'après-midi donc de la journée d'aujourd'hui, c'est le Daniel Diallo, donc principal opposant au chef de l'État, Alpha Condé, a appelé à un point de presse. Il a invité la presse étrangère et nationale à une rencontre. Et malheureusement donc, les forces de l'ordre, vous savez, qui depuis quelques jours donc tiennent isolé le chef de file de l'opposition guinéenne, n'ont pas pu avoir accès donc à son domicile. Et finalement, le point de presse n'a pas pu être tenu. On n'a pas pu donc recueillir les avis de Célodan Diallo. En attendant, à Conakry, il faut dire qu'on attend donc une mission diplomatique pour voir un petit peu est-ce qu'elle pourra donc désamorcer donc cette situation qui de plus en plus devient critique malgré l'accalmie assez relative que l'on peut bien constater à Conakry ces derniers jours.
Retour à Dakar pour aller à la rencontre d'une famille guinéenne établie au Sénégal. Comment vit-elle ici, à Dakar? Et surtout, comment, en ce moment, est-ce qu'elle fait face à cette situation qui prévaut en Guinée? Immersion signée Souleymane Beng et Oumar Kane. Ici, on vit en famille, entre frères et sœurs, épouses, cousins, nièces et neveux. Le père de la famille, c'est lui, Saliou Sow. C'est en 1975 qu'il s'est définitivement installé au Sénégal, un pays qu'il connaissait déjà 2 ans plus tôt. Année en 1973, mairie orientale. Je suis venu au Sénégal en 1973. J'étais au Sénégal oriental. Il y avait un projet là-bas géré par des Blancs et des Sénégalais. Ils construisaient une route allant de Koumpentoum à Maka-Koulibantang. J'étais très jeune, mais les Blancs m'appréciaient beaucoup. Ils m'ont donné un pot de peinture pour marquer les arbres qui devaient être déracinés pour la construction de la route. Je suis resté là-bas jusqu'en 1974. Mon père est venu me prendre pour me ramener en Guinée. Je suis parti, mais je suis revenu en 1975. Aujourd'hui, il vit ici avec sa famille. Tous ses enfants sont nés ici. L'aînée est étudiante à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Elle n'a été en Guinée qu'une seule fois. Elle rêve d'y retourner un jour. Je l'espère bien, ouais, partir, redécouvrir encore mon pays, savoir les réalités de plus en plus, ça me ferait un plaisir. Pourquoi pas servir mon pays? C'est possible. Ouais. Saliou Sow ne vit pas qu'avec ses enfants. La plupart de ses neveux aussi l'ont rejoint ici pour travailler. Mamadou Aliou Sow est tailleur. Alpha Diallo est un businessman. Elhadj Ibrahim Sow est un soudeur métallique. Le principal sujet de leur discussion, la situation actuelle en Guinée. Président Alpha Condé. Le président Alpha Condé a 82 ans, donc il est vieux. Toute personne qui aime la Guinée, qui aime les Guinéens et le développement de la Guinée doit demander à Alpha Condé de partir et nous demandons à la CENI, Commission électorale nationale indépendante, de dire la vérité qui est sortie des urnes. Loin de leur pays, ils n'ont que leur téléphone portable pour communiquer avec les membres de leur famille restés en Guinée ou restés scotchés devant la télévision nationale qui offre plus de détente que d'informations. Pour une semaine ensoleillée, nous retrouvons Ndeye Nancy Diouf. Bonsoir Nancy. Bonsoir Khalifa, le dimanche est la meilleure journée de la semaine pour se déconnecter et se détendre, mais c'est aussi la journée idéale pour organiser la semaine à venir. Pour ce nouveau numéro de Bonne Semaine, notre invité est journaliste, mais évolue aussi dans le milieu de la politique. Thierno Amadou-Sy, journaliste par profession et politicien par passion, nous dévoile ses bons plans pour passer une bonne semaine. Vu le charge de travail, vu aussi les activités politiques, on a des semaines très chargées, des journées très longues et vraiment tout le temps en activité. Donc du coup, il nous faut être très posé, très calme, très serein pour affronter tout ce calendrier, pour affronter toutes ces activités. On se réveille très tôt. Moi, d'habitude, à 6 heures, je suis debout et je me couche très tard. Parce que par rapport à mes activités politiques, par exemple, les vocaux WhatsApp, les réseaux, les groupes WhatsApp que j'ai, je dois les consulter quotidiennement. Et en général, je le fais le soir, à partir de 21h. Du coup, mes collaborateurs politiques m'appellent souvent à des heures tardives, entre minuit, 1h, 2h du matin. Je communique avec mes gars. Donc du coup, on a des semaines très chargées. Si on n'est pas très posé, très serein, très calme, très positif
dans les réactions avec les uns et les autres, ça risque d'être très compliqué. Votre état d'esprit joue un rôle important dans le déroulement de votre semaine. Si vous visualisez votre semaine de façon objective, de façon positive, votre semaine ne pourra être qu'excellente. Passer une bonne semaine, je l'ai dit au début de mes propos, c'est être très positif. Parce que, vous savez, quand on est très pris par le boulot, quand on est très pris par des activités professionnelles, très pris par des activités connexes, la politique, activités associatives et tout, on peut être rapidement nerveux. Si on n'est pas serein, si on n'est pas posé, si on ne peut pas affronter toute cette charge. Et moi, ce que je conseille aux gens, c'est d'être très posé, ça permet de réfléchir beaucoup. Et malheureusement, nos rythmes ne sont pas très favorables pour ça. Mais il faut forcer, il faut être serein. Et comme ça, voilà, on peut être efficace dans toutes les actions. Parce que pour moi, il faut mettre en avant l'efficacité. On ne peut pas être un acteur politique et ne pas être efficace sur le plan professionnel. Pour moi, c'est grave pour le Sénégal. Donc, on est obligé d'affronter les deux tableaux. Vraiment avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup d'énergie. Et pour ce faire, il faut être vraiment posé, serein et être pragmatique aussi dans les actions. Néna Diouf, l'astuce de la semaine ou l'astuce de ce dimanche tout court? Oui, Khalifa, le conseil du jour pour pouvoir démarrer la semaine du bon pied est de vous prévoir un rendez-vous pour faire une activité que vous aimez. Cela peut être un rendez-vous amoureux, une sortie ciné entre copains ou copines, un bain tranquille avec un bon livre ou bien un footing durant le week-end. L'idée est de vous permettre d'avoir une activité que vous avez hâte de faire et qui va vous permettre de vous concentrer toute la semaine sur cet objectif positif. Et c'est parti pour une semaine que je vous souhaite ensoleillée. Merci Nancy et bonne semaine à vous. Merci Khalifa, bonne semaine à vous et à tous nos téléspectateurs. Bonne semaine à vous aussi, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi cette édition de la Total dimanche. Je vous retrouve demain, Inch'Allah, à partir de 18h30 pour la Total bloc d'information. Ce soir sur ITV, 20h45, deuxième journée du symposium du Gamou de Madina Baye. 21h15, Bourda, numéro 8, et avec Imam Moussa Fall, 22h, Omnisport en compagnie de Malik Tchandoum, Bourda pour clore la soirée, en fin de soirée donc, à 23h. Bonne soirée sur ITV. À demain, Inch'Allah, 18h30.